Il y a eu 96 nouveautés ces 2 dernières semaines. J'en ai retenu pour vous 7 principales en tout cas, qui vont vous intéresser, vous les builders, les gens qui mettent les mains sur leur clavier. Dans cet épisode, nous allons parler d'un cloud souverain européen, de nouveautés autour des containers sur macOS. Et puis tant qu'on parle de Mac, il y a un nouveau type d'instance EC2 Mac et des nouveautés dans la console sur iPhone également. On parlera aussi d'une réduction de prix sur Athena, de nouvelles possibilités offertes par VPC EC2, et puis je terminerai par une recommandation d'articles de blog, comme j'aime bien le faire. Cette fois-ci, c'est sur la détection des attaques DDoS. C'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est vendredi matin, comme toutes les semaines, un nouvel épisode du podcast. Certains même d'entre vous l'écoutent au Québec ou aux États-Unis. Je sais que vous l'écoutez tard le soir, le jeudi soir, en avant-première en quelque sorte, avant les autres. Il reste plus que 3 semaines avant la conférence AWS re:Invent. Vous le savez, c'est la conférence client d'AWS où en général nous annonçons les nouveautés, on donne le ton de l'année à venir, 2024, on annonce les grandes nouveautés, les nouveaux services, les nouvelles fonctionnalités majeures dans les services. Et moi, je passe mes journées à écrire des articles de blog avec Jeff Barr et puis toute l'équipe qui est autour de lui. On vous proposera presque 90 articles de blog cette année. Donc voilà, je passe mes journées à écrire des articles sur les nouvelles fonctionnalités à venir à re:Invent. Mais les équipes services ne s'arrêtent pas en attendant re:Invent, ils continuent d'innover pour vous. Et donc, comme une fois sur deux, le vendredi matin, voici une revue de quelques-unes des annonces que j'ai pêchées ces 2 dernières semaines. Et je commence par une réduction de prix, parce que ça fait toujours du bien, une réduction de prix. Si vous êtes dans le monde de l'analyse de la donnée, de la query, de l'analytique, vous utilisez probablement Athena. Vous savez, Athena, c'est ce service entièrement managé qui vous permet d'exécuter des queries sans devoir gérer l'infrastructure, des queries sur vos données qui sont stockées en format Parquet, entre autres sur S3. Moi, j'utilise Athena pour faire les statistiques d'écoute du blog, pas du blog, du podcast AWS en français, de ce podcast que vous écoutez. Chaque fois que vous téléchargez un épisode, il y a des logs sur S3 et tous les mois, je tourne mes queries de reporting sur Athena. Athena est un service managé, donc vous n'avez pas d'infrastructure approvisionné. Vos queries s'exécutent sur un pool de capacités partagées entre tous les clients dans une région. Et parfois, pour certaines entreprises ou pour certains types de queries, vous ne pouvez pas accepter la latence qu'il y a parfois en fonction de la complexité de vos queries. Et vous avez besoin de latence prédictible et d'avoir un pool de capacités réservé pour vous. Donc il y a à peu près 1 an, on a lancé le Provision Capacity, comme il y a sur beaucoup d'autres services. Ça existe sur Lambda, ça existe sur DynamoDB, sur Redshift aussi. Donc le Provision Capacity pour Athena, où vous avez un pool dédié. La facturation minimum de cette capacité que vous pouvez réserver, c'était 8 heures. Et depuis le 31 octobre, ce n'est plus que 1 heure. Donc c'est une diminution de prix parce que maintenant vous pouvez réserver de la capacité, vous pouvez exécuter vos queries et puis relâcher la capacité 1 heure, 2 heures, 3 heures après sans nécessairement devoir attendre la fin du terme des 8 heures avant de réaliser la capacité. Donc important pour vous, si vous faites de l'analytique, si vous utilisez Athena, une baisse de prix, il n'y a plus que 1 heure minimum pour la durée de réservation de capacité. Mais la grande nouvelle de ces 2 dernières semaines, c'est l'annonce qu'AWS travaille sur un cloud souverain européen. Alors c'est quoi un cloud souverain européen? C'est une région AWS qui va être évidemment sur le sol européen. Et vous allez me dire, mais il y en a déjà des régions. Il y en a une à Paris, à Francfort, à Madrid, à Milan, à Stockholm, etc. etc. Qu'est-ce qu'elle aura de différent? Cette région-là, elle sera complètement déconnectée du reste de l'infrastructure AWS. Donc les 2 parties les plus visibles de cette déconnexion pour vous, ça sera le système de gestion des identités, IAM, vous savez, là où vous définissez vos utilisateurs et vos rôles, et ça ne sera pas le IAM que vous créez là. Donc vous ne pourrez pas accéder à cette nouvelle région à partir de votre compte AWS existant. Vous devrez créer un nouveau compte, vous devrez manager les users, les groupes, les rôles séparément du reste de l'infrastructure d'AWS. Le système de facturation, donc toute la collecte des métriques et puis le pipeline qui calcule votre facture en fin de mois sera exécuté également sur cette région-là. Donc les données, les métadonnées ne quitteront pas non plus
cette région-là, elle sera de plus entièrement opérée par des résidents européens. Alors cette région n'existe pas encore, c'est une pré-annonce pour quelque chose qui va venir, sans date, on ne peut pas vous dire si ça sera l'année prochaine, l'année d'après, mais voilà sur quoi on travaille, parce que, vous le savez, depuis quand nous avons publié le Digital Sovereignty Pledge, on a fait un engagement vis-à-vis de tous les clients AWS de vous offrir les meilleurs outils possibles dans le cloud pour que vous puissiez gérer la souveraineté de vos données, c'est-à-dire choisir l'endroit et les personnes par qui vos données seront traitées et où elles vont rester, y compris les métadonnées. Depuis la publication de cet article, on a fait certaines avancées. On a certifié le système Nitro par un auditeur indépendant et tiers. Le système Nitro, c'est le système de virtualisation d'AWS. Et cette certification indépendante confirme ce qu'on disait depuis longtemps, que les employés AWS n'ont pas accès, il n'y a pas moyen, par le design du système Nitro, il n'y a pas moyen d'accéder aux données des virtual machines qui tournent et qui sont supervisés par Nitro. Un autre exemple d'engagement dans le domaine de la souveraineté, c'est l'annonce que nous avons fait l'année passée, je pense, qui vous permet de sortir vos clés managées en dehors du cloud AWS. C'est-à-dire, si vous utilisez le service managé de clés AWS Key Management Service, maintenant vous pouvez dire dans Key Management Service que vos clés sont en fait stockées dans un HSM en dehors du cloud sous votre responsabilité. Enfin, plus récemment, en août cette année, on a annoncé les Dedicated Local Zones. Vous savez, les Local Zones, ce sont des mini-infrastructures AWS. C'est pas vraiment des régions, c'est un sous-ensemble des services qui peuvent être déployés assez rapidement et qui sont surtout près des grands bassins de population. Donc vous pouvez déployer vos applications sur des local zones. Depuis août cette année, il est possible d'avoir des dedicated local zones, c'est-à-dire des zones locales dédiées pour votre usage exclusif, donc qui ne seront pas partagés avec d'autres clients AWS. Voilà 3 exemples de technologies mises en place par AWS pour assurer la souveraineté de vos données dans le cloud AWS, et donc l'annonce de cette région à venir qui s'appelle AWS European Sovereign Cloud, qui est très similaire de ce qui existe déjà avec le gouvernement américain. Vous savez, il y a 2 régions qui s'appellent US Gov Cloud, qui sont réservées aux administrations américaines et qui sont des partitions séparées, donc qui sont des régions complètement séparées du reste de l'infrastructure d'AWS. Et c'est un peu ce qui se passe avec la Chine aussi, puisque les 2 régions chinoises sont des partitions séparées, complètement séparées du reste de l'infrastructure. Donc ça va venir en Europe aussi, ça sera en Allemagne, ça on l'a annoncé, et on ne s'interdit pas d'en ouvrir d'autres plus tard dans le futur. Une bizarrerie qui a été annoncée cette semaine, enfin moi je trouve ça une bizarrerie, et on était d'autres, on a discuté, il y a eu quelques threads en public sur des réseaux sociaux, la possibilité d'avoir des attachements de ENI, donc de cartes réseau virtuelles sur vos virtual machines, sur les instances EC2, multi-VPC. Donc VPC, c'est les réseaux. Donc maintenant, vous allez pouvoir créer une instance EC2 avec une carte réseau sur un VPC. Ça, c'est comme ça qu'on sait depuis que VPC existe. Mais maintenant, vous allez pouvoir attacher une deuxième carte réseau qui, elle, est attachée à un autre VPC, de manière à ce qu'une instance EC2 puisse avoir 2 pattes, une patte sur chaque VPC, et donc faire des tas de choses intéressantes comme segmenter des VPC, comme router du trafic entre VPC, analyser peut-être du trafic. Ça peut être aussi utile pour des bases de données, par exemple, qui doivent accéder à deux réseaux. Jusqu'à présent, pour connecter 2 VPC, il fallait passer par des transit gateways, c'est des setups un peu plus compliqués, mais plus résilients aussi, parce qu'une instance EC2, c'est pas nécessairement résilient. Alors pourquoi ça me fait peur? D'abord, ça peut devenir un cauchemar en termes de sécurité. Les VPC étaient relativement bien segmentés jusqu'à présent. Avec ce genre d'attachment multi-VPC, va quand même falloir contrôler ce que font les gens qui créent des instances EC2 sur votre réseau. Si vous êtes admin réseau, c'est peut-être quelque chose que vous voulez bloquer. J'ai peur aussi que ça ramène des vieux réflexes de l'ancien monde, du on-premises, où certains gros clients vont vouloir, par tradition, par habitude, créer un réseau de management, un réseau avec les firewalls, une DMZ, un réseau pour les backups, etc., et mettre des instances
instances EC2 entre tout ça pour que tout ça puisse communiquer quand même, un peu comme on le faisait dans l'informatique de papa et maman on-premises il y a quelques années, alors qu'on avait un modèle assez clair de segmentation au niveau des VPC. Si on le sort, je suppose qu'il y a des gros clients qui en l'ont demandé. Mon conseil, méfiez-vous quand même. Méfiez-vous du surcroît de complexité et des potentiels trous de sécurité que ça peut offrir si ce n'est pas correctement géré. Et la gestion de ce type d'infrastructure, c'est votre responsabilité, souvenez-vous. Donc, possibilité d'attacher des instances OC2 sur 2 VPC. Finch 1.0 est disponible. Vous avez peut-être loupé l'annonce de Finch, sans L, Finch. Finch, c'est un outil en ligne de commande pour macOS qui permet de construire, d'exécuter et de publier des containers Linux sous macOS. Vous allez me dire, oui, mais on a déjà Docker pour ça. Oui, mais Docker n'est plus gratuit depuis un petit temps maintenant. Il est payant en fonction de l'usage que vous en faites. Et il y avait toute une série d'alternatives open source, des briques open source qui permettaient de faire à peu près ce que fait Docker. Il y a Lima notamment qui permet de gérer des micro-VM. Il y a Nerd Control qui donne une command line presque compatible avec Docker. Mais il manquait un outil pour orchestrer tout ça, et plutôt que de forker ou de refaire des choses qui existent déjà, on s'est allié avec la communauté open source pour contribuer au projet Lima, contribuer au projet Nerd Control et à d'autres, et faire une ligne de commande au-dessus de tout ça qui englobe, qui utilise en dessous, qui cache un peu la complexité de mettre en place toutes ces briques logicielles. Donc avec Finch sur macOS, vous pouvez faire à peu près ce que vous faites sur Docker. Vous construisez des images à partir d'un Dockerfile, vous pouvez les publier sur un repository, les images sont au format OCI ou au format open source d'AWS qui s'appelle C-Cable OCI, qui permet de faire du lazy loading sur les différentes layers de file system de vos containers. Bref, c'est un remplacement des outils propriétaires que vous pouvez trouver sur macOS pour gérer, tourner vos images de containers. Ça s'appelle Finch. C'est entièrement développé en open source. La roadmap, toutes les discussions sont sur le GitHub. Si vous êtes sur macOS et que vous utilisez des containers, allez jeter un coup d'œil à Finch. Tiens, tant qu'on parle de Mac, 2 petites nouveautés également. Vous savez que depuis 2 ans maintenant, vous pouvez avoir des instances EC2 Mac. Essentiellement, on les utilise pour faire du build, de l'intégration continue, du déploiement continu dans le cloud avec des orchestrateurs comme les agents GitHub, GitLab, CircleCI, avec TVM parfois, avec Jenkins également. D'ailleurs, c'est là-dessus que je ferai des talks pendant la conférence Reinvent. J'ai 2 talks qui parlent de CI/CD et d'automatisation des instances EC2 Mac. Nouveau type d'instance EC2, les M2 basés sur les Mac mini, toujours, c'est Nitro, c'est la plateforme d'hyperviseur de virtualisation d'AWS, sauf que là il n'y a pas de virtualisation. Nitro fait la virtualisation du réseau et du volume de boot, puisque ce sont des Mac mini qui bootent sur EBS et qui se connectent sur des VPC. En fait, il y a toutes les choses que vous aimez sur EC2, mais appliquées à des Mac mini qui sont des dedicated hosts. Vous avez le Mac mini entièrement pour vous. Il n'y a pas de virtualisation. Avec les Mac mini M2, donc les instances M2, vous avez à peu près 10% de performance en plus par rapport au M1. Donc si vous tournez beaucoup de builds, beaucoup de tests en parallèle, jetez un coup d'œil à ces instances, ces 2 Mac M2. Puis tant qu'on parle de Mac, rapidement aussi la console sur iPhone, parce qu'il y a une console, il y a une application sur iPhone qui donne un accès aux fonctions principales de la console AWS. Elle s'enrichit de nouvelles fonctionnalités pour l'authentification. Vous pouvez maintenant faire du one-time password, on supporte les apps d'authentification, on supporte les clés FIDO, on supporte les hardware TOTP tokens et évidemment l'authentification biométrique, soit avec votre doigt, soit avec Face ID en fonction du modèle de téléphone que vous avez. Donc une fois que vous êtes authentifié la première fois, vous pouvez revenir simplement en montrant votre visage et vous aurez accès à la console sur votre iPhone. Et j'aime bien terminer ce podcast du vendredi matin avec une recommandation d'un article de presse ou d'un post. Ici, c'est un post qui est sorti sur le blog de sécurité il y a déjà quelques semaines. Je l'avais loupé, c'était le 28 septembre, donc ça a presque 1 mois et demi là maintenant, qui explique comment AWS détecte
détecte les attaques DDoS. Donc comment on met des sondes, on met des honeypots sur notre réseau pour pouvoir détecter le trafic malveillant, détecter et bloquer aussi, parce que toute l'intelligence, toutes les données, le savoir-faire qu'on collecte via ces sondes, via ces honeypots, puis on les reporte dans nos services qui permettent d'éviter les DDoS, de vous éviter les DDoS, comme AWS Shield ou le Web Application Firewall. Et c'est un article écrit par l'équipe en charge de cela. Ils expliquent notamment comment ils ont développé des honeypots extrêmement complexes qui mimiquent des applications réelles, extrêmement distribuées, comme si c'était un ensemble de microservices, mais simplement pour attirer le trafic malveillant, l'analyser pour pouvoir ensuite le détecter et le bloquer. Ça s'appelle Matbot. C'est en production sur Amazon et sur AWS depuis assez longtemps. Il donne quelques chiffres aussi qui donnent le tournis. Ce système analyse à peu près 100 millions de risques potentiels, donc de trafic potentiellement malveillant par jour, 100 millions par jour, et 500 000 de ces tentatives d'intrusion sont probablement dues à vraiment de l'activité malveillante. Donc ça fait une quantité de données incroyables que nous collectons tous les jours pour appliquer la sécurité pour vos applications aussi. Et puis le blog s'étend sur 3 exemples de tentatives d'attaques qui ont été détectées et déjouées grâce à ce système. Donc si vous êtes dans le monde de la sécurité, ou simplement si vous êtes curieux pour savoir comment une infrastructure super large comme celle de AWS essaye de se protéger, de vous protéger également contre le trafic malveillant, allez lire ce blog-là. Et comme d'habitude, toutes les choses dont j'ai parlé dans cet épisode du podcast, tous les articles, les blogs, etc., les liens se trouvent dans les notes du podcast. Vous n'avez qu'à scroller sur votre application préférée et vous trouverez tout cela. Voilà, c'est la fin de ce podcast pour cette semaine. J'espère vous avoir appris 2-3 choses, vous avoir envie de découvrir d'autres choses sur AWS. La semaine prochaine, on parlera de la publicité à la télé avec Altis. Altis, c'est le groupe qui tourne RMC, BFM par exemple. Et on parlera de l'infrastructure qu'ils ont mis en place pour vous distribuer de la pub ciblée sur les plateformes over the top, donc sur vos tablettes, sur vos téléphones ou quand vous regardez sur votre ordinateur. Ça sera pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, quoi que vous codiez sur AWS, codez-le bien.